Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon avis livresque du mois d'avril. Et on va commencer avec les stats. Ce mois d'avril, j'ai lu 8 romans pour 5032 pages. Et 58,38 heures, enfin dont 58,38 heures d'écoute. Je suis hyper contente de ce chiffre. J'ai lu 3 audios et 5 en papier. J'ai eu 2 abandons, j'ai eu 2 livres hors de ma pile à lire et j'ai acheté 8 romans. Ma palle du coup a stagné, je suis toujours à 26 livres, ce qui est plutôt chouette. Et j'ai lu de la romance, de la romantasy et du thriller. J'ai découvert 3 autoristes, à savoir Sarah A. Parker, Sacha Peyton Smith et Briar Boleyne. Et là c'est un peu la catastrophe, mais j'ai lu un peu de tout le monde en fait. J'ai lu 2 français, 2 états-uniens, 2 canadiens, un d'Irlande et un de Nouvelle-Zélande. Et par contre ce qui est cool c'est que c'est 100% des femmes, donc j'ai lu 8 romans de femmes. J'ai participé à 2 lectures communes et j'ai continué mon challenge Goodreads Choice Awards avec 2 livres en plus, ce qui me fait 6 livres sur 17 que j'ai sélectionnés, ce qui est plutôt pas mal et beaucoup mieux que l'année dernière. Par contre j'ai toujours pas lu un seul classique, donc ça il va falloir que j'essaye de m'en caser un ou 2 par-ci par-là. Comme je vous disais, j'ai eu 2 abandons. Le premier c'est Joue avec moi de Becca Mac. Je vous avais déjà parlé du premier tome de cette saga où j'avais été un peu mitigée pendant tout le long, mais j'avais quand même envie de retenter ma chance avec les tomes suivants. Là en plus on était sur la trope de la sœur de son meilleur ami, enfin bref, le meilleur ami de son frère. J'aime énormément cette troupe, mais ça l'a pas trop fait pour moi, j'ai trouvé ça assez lent. Sans grand intérêt, j'arrivais pas à rester captivée à ma lecture, à être prise dedans, pourtant il y avait tout pour me plaire, mais je sais pas, je pense que la plume ne l'a pas faite avec moi. Ou en tout cas peut-être la traduction, puisque j'avais quand même entendu des bons avis en VO, donc je ne sais pas trop. En tout cas il y a un truc qui l'a pas fait avec moi. Et le deuxième, je l'ai acheté pourtant, ça avait très bien commencé, il s'agit de Arcana Academy de Elise Kova, que je lisais normalement en lecture commune avec le Discord de Livromancienne pour son challenge de Witches Readathon. Et j'ai fini par l'abandonner, puisque pourtant je suis arrivée à la moitié je crois, mais j'arrivais pas à rentrer dedans, à apprécier les personnages, à avoir un quelconque intérêt. Pourtant vraiment ça a très bien commencé, on est dans un univers d'académie autour des cartes du tarot et franchement ça, après ma lecture de la saga du Roi Berger, j'avais très envie de redécouvrir dans ce style là, mais voilà, les personnages et tout ça l'a pas fait avec moi. Je vous disais, j'ai acheté 8 romans, donc d'abord il y a le Arcana Academy, voilà, je vais le revendre assez rapidement je pense. Je me suis pris en livre de poche Tata de Valérie Perrin, voilà, moi j'attends qu'il sorte en poche à chaque fois, j'adore Valérie Perrin, j'ai aimé tous ses romans et j'ai hâte de découvrir celui-ci. J'ai acheté Redeeming Six, puisque vous allez voir, j'ai lu Saving Six, donc voilà, j'avais envie d'enchaîner cette duologie sur Joey et Ifa, mais je vous en reparle juste après. Je me suis pris Comment te croire de Petronille Rostagna, qui est un one shot et en fait je l'ai un peu pris par hasard. Il était en solde, enfin en occasion dans mon Cultura comme neuf, donc pour 2,99 €, je me suis pas fait prier, je l'ai pris direct. Je pouvais pas ne pas prendre le dernier tome de Secret des Agapantes de Clarisse Sabar, donc là c'est la fin de la trilogie et voilà, je suis à jour, j'attendais que ce tome là pour continuer cette saga et du coup la terminer. J'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire avec la troisième grand-mère et la troisième cousine aussi dans ce petit village, avec ce secret autour de peintures, de diamants disparus, etc. Bref, j'ai trop hâte de pouvoir conclure. Ça sera ma lecture de mes vacances du mois d'août, donc j'ai un petit peu le temps avant de le découvrir, mais j'ai trop hâte. Encore en précommande, je me suis pris Corset et Crinoline, le dernier roman des éditions Hurlevent, je crois que c'est Marion Zell, je crois. Je n'ai absolument pas lu de quoi il s'agissait, j'ai pas lu le résumé ni rien, mais vous savez que je précommande toutes les sorties Hurlevent déjà pour les souvenirs et parce que j'adore ce qu'ils font, j'adore tous les récits qu'ils font et je trouvais que celui-ci sortait un petit peu de leur ligne éditoriale et que ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de lire chez eux, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir. Je me suis pris la nouvelle sortie aussi de Faubourg Marigny, à savoir L'herboriste d'Adbray House de Annabelle Marks. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une lecture
printanière mais peut-être un peu plus automnale, un peu plus mystique, gothique, etc. Bref, un petit peu plus macabre peut-être, mais j'ai trop hâte. Franchement, ça m'a vendu du rêve et puis il y a des petits crânes sur la couverture. Donc je pense que je vais me le garder pour cet automne. Et une des plus grosses sorties que j'attendais sur ce début d'année, enfin sur cette année de toute façon, c'est When the Moon Hatched de Sarah A. Parker et je vais vous en reparler justement après. Ce mois-ci, j'ai commencé 4 sagas. 4 sagas, c'est énorme. J'ai commencé Inheritance de Morgane Moncomble avec la révolte de la reine. J'ai commencé When the Moon Hatch, justement, c'est Moonfall je crois, la saga. J'ai commencé la duologie du Pacte des Roses, mais le tome 2 va pas tarder à sortir, donc je pense que je vais assez vite la conclure. Et j'ai commencé Par les ailes de sang, donc c'est l'Académie des 100 ailés, je crois, de Briare Bolley. Par contre, j'en ai terminé aucune, donc là il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses, mais je crois que j'en ai pas beaucoup qui sont à terminer. J'aimerais bien me mettre au maximum à jour sur les sagas, mais je pense que ceux où il me manque 1 ou 2 tomes, bah ils sont pas terminés en fait. Donc voilà, le but ça va être de me mettre encore plus le maximum à jour. C'est un peu mon objectif en ce moment et j'y arrive plutôt bien. J'ai continué 4 sagas, à savoir Saving Six, Broken by Daylight, Ne pas déranger de Becca Morrison et Ton dernier souffle de Petroni Rostania. Et donc je me suis mise à jour sur 6 sagas et ça franchement c'est plutôt chouette, avec le Elisabeth Hélène, avec le Morgane Moncomble, le Sarah A. Parker, le Pacte des Roses, Par les ailes de sang et Ne pas déranger. Donc ça je suis trop cool parce que en fait quasiment toutes les sagas que j'ai commencé, voire toutes les sagas que j'ai commencé, je me suis mis à jour. Donc ça c'est plutôt chouette. Et du coup j'ai abandonné une saga, à savoir jouer pour moi là, le Becamac. Parce que je compte pas continuer, voilà, une petite déception, mais voilà, j'aimerais bien essayer de retrouver un engouement extrême pour une romance comme j'ai eu avec des Hugo New Romance, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu des gros coups de cœur avec les dernières sorties de romance. Et donc on va passer à l'update lecture. Le premier que je vais vous présenter, c'est un livre que je l'ai lu en audio pour aller dans mon Goodreads Choice Award. Je ne l'ai pas sur moi, du coup je l'ai pas en papier. Il s'agit du Pacte des Roses de Sasha Peyton Smith. Il me faisait très envie depuis sa sortie et franchement j'ai passé un très bon moment. Je m'attendais pas du tout à ça. On va suivre, en fait on est dans un univers un peu à la Bridgerton mais dans le monde des failles avec le côté un petit peu sombre. On se situe à Londres en 1848 je crois, à la cour de Londres où la reine en place est une faille. Il y a une division entre le monde des failles, le monde des humains, etc. Et en fait tous les ans il y a la saison des débutantes, voilà. Enfin pas la saison des débutantes mais la saison pour les mariages, etc. Et donc c'est une espèce de compétition, de bal, enfin vraiment à la Bridgerton, voilà, la saison est ouverte et là c'est vraiment comme ça. Et donc on va suivre Ivy qui a un petit problème puisque en fait sa sœur il y a quelques années a participé à sa saison en fait, sauf que elle a disparu pendant des semaines, des mois, des années, je sais plus exactement combien de temps et donc très mystérieux. Et puis elle avait un fort lien avec sa sœur, donc elle se dit que sa sœur n'a pas disparu et ne s'est pas échappée sans lui dire, donc il y a tout un mystère de ce côté là, sauf que cette sœur là est réapparue et du coup en fait sa famille a un peu descendu dans les échelons sociaux, voilà, ils sont un peu considérés comme des pestiférés et donc sont plus vraiment considérés comme une famille noble. Et donc Ivy va participer à sa saison, sauf que coup de théâtre, c'est le prince qui va être en face pour... en gros, les jeunes femmes vont devoir essayer de séduire et de se faire choisir par le prince, le futur roi, sauf que celui-ci a une histoire un petit peu particulière, il vient du monde des failles, et bref, c'est assez particulier, et donc Ivy va se faire aider par le frère de ce prince pour faire en sorte de gagner la compétition et de se faire accepter par le prince. Et donc voilà, il va y avoir des compétitions, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des petits pics parmi les concurrentes. Et pourquoi on appelle ça le pacte des roses? Tout simplement parce que chaque candidate passe un pacte avec la reine. Souvent c'est un trait physique qu'on veut changer, on n'aime pas trop son nez, on n'aime pas trop ses pieds, on n'aime pas trop... Voilà, mais il y a un compromis à côté et il faut surtout faire gaffe au pacte qu'on passe parce que ça peut...
faut lire toutes les petites lignes qui sont au milieu et elle, Ivy, veut pas forcément passer de pacte. La seule chose qu'elle veut savoir c'est ce qui s'est passé avec sa sœur et la reine décide de ne pas lui répondre, lui dit que c'est contre la règle et contre les lois et donc elle décide de ne pas du tout passer de pacte et donc voilà, il va y avoir toute cette guéguerre pour avoir le prince et franchement j'ai plutôt bien aimé. La fin m'a laissé un gros cliffhanger, j'ai beaucoup aimé le côté épreuve. Je trouve qu'en audio il se lit très bien, je pense que c'est un des meilleurs formats pour le lire, je me suis pas ennuyée une seule seconde, j'ai trouvé le système d'épreuve hyper chouette, le côté très Bridgerton dans le monde des failles, c'était vraiment chouette, c'est pas la lecture du siècle mais franchement j'ai passé un bon moment et je pense que le tome 2 va nous laisser quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus sanguinaire, un peu plus dark au vu des révélations de la fin, mais franchement il me tarde de pouvoir découvrir. C'est pas une histoire, en fait ça va me laisser un peu comme Powerless, c'est pas une histoire qui va me marquer dans ma vie de lectrice, mais j'ai passé un bon moment, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'alchimie qu'il y a entre les personnages et leur façon d'interagir. On n'est pas sur de l'adulte à proprement parler, je trouve, sur l'histoire en elle-même. Il y a quand même un bon world building, il y a quelques scènes un peu dures, un peu smutty ou un peu dark, mais je pense que le côté dark sera vraiment dans le tome 2. Je crois qu'on est sur une duologie, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir. En tout cas, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour ceux qui ne lisent pas de la romantasy ou qui ne lisent pas de la fantasy, parce que on est quand même dans quelque chose d'assez urbain, puisque on est à Londres, on a tous les codes de Londres, on a tous les codes de Bridgerton, et je pense que c'est vraiment cette volonté là de vouloir faire du Bridgerton mais d'un point de vue un peu plus fantasy, fantastique. Et franchement ça fonctionne, ça s'est très bien passé, c'était très cool. Et du coup je vous le recommande parce que j'ai passé un bon moment. Après au niveau des scènes de smut, j'avoue que je me souviens plus exactement, voilà, c'est des lectures que j'ai fait il y a un peu plus d'un mois, donc je me souviens plus de tous les tenants et les aboutissants, de tout. Donc pour vous montrer aussi que ça m'a pas impacté, c'est pas une histoire qui m'a marqué et qui va résonner en moi pendant toute ma vie, mais je vous le recommande quand même. Dans un tout autre registre, j'ai lu Ton dernier souffle de Petroni Rostagna, qui est le tome 2 de la saga de Alexiane Laroche. J'avais très envie de retourner avec Alexiane et de retrouver un peu la plume de Petroni qui m'avait tant manqué. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau à Noël, je crois. Et donc on va suivre des corps de femmes qui vont être retrouvés, la première au bois de Boulogne, la deuxième au bois de Vincennes, et on va remonter la piste de ça. On est sur... c'est toujours, enfin pour moi c'est toujours difficile de vous faire une vraie revue sur un thriller, parce que déjà c'est... le ressenti en lui-même sur l'enquête, est-ce qu'elle nous happe ou pas, est-ce que c'est des sujets qui nous intéressent ou pas, et j'ai toujours peur de vous faire un résumé et de vous en dire un peu trop sur les tenants et les aboutissants. En tout cas ici on va essayer de trouver le point commun justement entre ces deux cadavres, et tout va converger vers un site de rencontre avec des rencontres de jeunes hommes et voilà les malfaits d'un côté du site de rencontre. Et donc on va suivre aussi bien Alexiane qui a un tournant quand même dans sa vie depuis la Fée Noire. Elle reconstruit sa vie différemment et donc elle revient de voyage et elle va directement atterrir et être appelée pour cette découverte de cadavres. On va suivre aussi une jeune fille qui essaye quand même de trouver quelqu'un d'intéressant, de s'attacher, de faire des rencontres et de rencontrer l'homme qui pourra tout changer dans sa vie. Bref, voilà, je me suis vachement identifiée puisque moi j'ai beaucoup utilisé à un moment donné les applications de rencontres. Et c'est vrai que sur le moment on se méfie pas forcément et franchement ça fait un petit peu froid dans le dos sur certains sujets et ce qui est traité là-dessus. Encore une fois, moi Petroni Rostagna ça fonctionne toujours bien avec moi, j'aime beaucoup Alexiane Laroche et la dynamique qu'elle a, la force qu'elle a et sa façon de raisonner, sa résilience, son côté très
esprit d'équipe, enfin bref, j'aime beaucoup cette commissaire. Je sais plus exactement ce qu'elle est, mais voilà, en tout cas à chaque fois c'est des courts romans, il fait moins de 300 pages et en fait il est haletant, et comme on passe d'un point de vue à un autre, je trouve que ça rend tout super dynamique. On n'est pas sur des gros méga plot twists, je trouve. En plus c'est dans ses premiers romans, donc je sais qu'après ça se bonifie avec l'âge, mais ceux-là sont déjà très bons. Moi voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup Alexiane, j'aime beaucoup la dynamique qu'elle a avec son équipe et j'aime beaucoup ses réflexions. J'aime aussi le fait qu'on suive d'autres personnages en parallèle, qu'on soit pas que avec Alexiane, mais que on commence à voir les liens se tisser et voir comment elle va réussir à retrouver justement et à réussir à la conclusion. Et on a toujours cette partie un peu justement suffocante en disant et haletante en disant est-ce que ils vont arriver à temps pour, etc. Et franchement voilà, ça l'a complètement fait. C'est pas un thriller qui est révolutionnaire pour moi, c'est pas un policier ou un thriller, non, un policier qui est vraiment révolutionnaire, mais moi je passe toujours un très bon moment. Je trouve que c'est hyper addictif. J'adore la plume de Petroni Rostagna, j'adore les sujets qu'elle traite, j'adore la façon dont elle construit une enquête et que elle nous prend dès le début et qu'on n'a pas envie de le lâcher. Vraiment, c'est des romans qu'on n'a pas envie de lâcher et franchement ça fait du bien d'avoir un page turner comme ça, et c'est la force qu'elle a, je trouve, Petroni Rostagna. Donc voilà, j'ai hâte déjà de lire mon prochain. Je sais qu'au mois de juin je vais la revoir à Créteil en poche et je pense que je vais lui prendre la suite de cette saga là, puisque je commence à en avoir lu pas mal et voilà, j'ai hâte. J'ai ensuite lu Ne pas déranger de Becca Borisson, qui est la suite spin-off de Love Light Farm, donc c'est le tome 2. On est là sur des personnages compagnons, mais c'est des personnages qu'on a déjà vus dans Love Light Farm, et on va retrouver les personnages de Love Light Farm là-dedans. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, lisez dans l'ordre. Après, c'est pas non plus révolutionnaire ni rien. Ici donc en fait on a un tome par saison et franchement celui-là je le trouve trop chouette. Ici on va suivre Evelyne, qui est une grosse influenceuse hôtellerie, voyage, enfin bref, elle gagne sa vie avec ça, sauf qu'à un moment donné elle est en plus en relation avec une agence qui lui demande de faire des choses un peu invraisemblables, mais pour gagner en visibilité, pour réussir à avoir de plus en plus de followers, etc. Et elle fait un espèce de burn-out complet en disant mais qu'est-ce que je fais ? Franchement, c'est ça ma vie, de danser sur des musiques TikTok ou quoi, et pas continuer à plaire pour ce que j'aime et pour ce que je fais. Et donc son ami va lui dire écoute, c'est où la dernière fois où tu t'es vraiment senti bien, où tu t'es vraiment senti chez toi. Et donc elle va retourner dans la ville de, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas elle dit que c'est quand elle était allée à Love Light Farm, sauf qu'en fait en allant, je vais pas vous faire le résumé du premier tome, mais en gros c'est l'influenceuse qui est censée donner un prix à celle de Love Light Farm, qui se fait passer pour la dirigeante de Love Light Farm avec son petit ami, sauf qu'elle n'a pas de petit ami. Et donc c'est Evelyne, et en fait quand elle est retournée à Love Light Farm, elle est retombée sur Beckett, qui travaille justement à Love Light Farm, mais plus dans le potager, dans les champs, etc. Et en fait, elle est retombée dessus parce qu'elle le connaît très bien. Elle a eu une petite aventure d'une nuit ou deux avec celui-là, mais elle l'a jamais vraiment oublié, et inversement. Et donc, elle va se ressourcer dans ce village-là, mais elle va aussi retrouver une histoire un peu avorté, sauf que les deux ont un petit peu peur de l'attachement, ils ont un peu du mal, etc. Et donc là on est sur une seconde chance, et pour moi ce trope ça passe ou ça casse, et ici ça l'a bien fait. Franchement j'ai adoré, j'ai même préféré je pense au premier tome, alors que j'avais beaucoup aimé déjà le premier tome, mais on n'est pas sur des gros coups de cœur. Encore une fois, j'ai vraiment du mal à trouver des romances qui sortent en ce moment, des romances contemporaines qui me donnent des gros coups de cœur, voilà, avec des nouvelles autrices qui me donnent des coups de cœur. Voilà, celui-là
me convient très bien, j'aime beaucoup la plume, mais j'ai beaucoup aimé surtout aussi l'alchimie entre les deux, les peurs qu'ils avaient, je peux comprendre complètement leurs peurs, et là on est sur une seconde chance assez bienveillante. Bon, il y a beaucoup de manque de communication, mais je pense que c'est comme dans beaucoup de romances, mais là on n'a que des personnages green flag, on est dans un élément assez small town, assez cosy, et moi c'est une trope aussi que j'aime beaucoup, le small town, et donc là on est dans un vrai small town où tout se sait, où tout le monde se connaît, tout le monde met son petit grain de sel, il y a téléphone, ragot ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais je trouve ça trop chouette, et voilà un small town que j'aime beaucoup, un trope de seconde chance que j'aime beaucoup, des personnages que j'ai adorés, et franchement ça a été un bonbon et un gros câlin et puis j'ai hâte de pouvoir continuer cette saga. J'aime beaucoup la charte éditoriale aussi, et j'ai hâte de lire celui sur l'été. On a aussi un petit trope de Grumpy Sunshine et j'ai beaucoup aimé le personnage et de Beckett, qui est très solitaire, très dans son coin, etc. Mais il y a aussi de la proximité forcée, puisque quand Evelyn revient dans la ville de Love Life Farm, elle ne trouve aucun logement, donc elle va se faire héberger par Beckett. Et donc voilà, c'est quand même compliqué de retrouver quelqu'un qui ne nous a pas laissé insensibles, avec qui on aimerait bien que ça aille un peu plus loin, et de devoir cohabiter ensemble. En tout cas voilà, ça a été des bons ingrédients pour moi, j'ai adoré. J'ai ensuite lu la grosse briquette de Broken by Daylight. Regardez-moi cette brique, il me faisait trop peur. Déjà, alors si vous connaissez pas la saga de Beast of the Briar, là on est sur le tome 4 je crois, et oui c'est ça, sur le tome 4, et donc là on va suivre le prince de l'été. Dans cette histoire on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, sauf qu'il y a une belle et 4 ou 5 bêtes, puisque elle va rentrer dans le monde des faées et elle va tomber et être retenue prisonnière, en tout cas dans le premier tome, par 4 princes des cours de saisons différentes. Donc il y a le prince de l'hiver, de l'automne, de l'été et du printemps. Donc là on va suivre le prince de l'automne, et donc ils ont été maudits et ils ont en fait jusqu'à ce qu'ils trouvent leur âme sœur, ils se transforment en grand loup, en grande bête à la nuit tombée, et donc on a un trope de harem inversé, il faut que j'arrête de dire harem arrangé, harem inversé, de polyamour, etc. Et j'avoue que le tome 3, j'avais pas trop apprécié, je trouvais qu'il y avait des scènes de smut qui ne servaient à rien, parce que c'est une saga très smutty, très décrite, donc vraiment interdit aux moins de 18 ans, voilà, avec des scènes très explicites et beaucoup de scènes très explicites. Donc si vous n'aimez pas le smut, passez votre chemin, parce que il y en a quand même pas mal, et encore une fois dans celui-ci il y en a quand même pas mal, mais je trouvais que dans le tome 3 on avançait un petit peu dans l'histoire, mais c'était assez lent, c'était... Enfin voilà, j'ai pas trop apprécié, moi, le tome 3. Il y avait beaucoup de scènes de smut qui étaient un peu invraisemblables et tout. Ici j'avais peur surtout au vu de l'épaisseur, et moi ce que j'ai bien aimé c'est que en fait tout notre groupe de personnages va se diviser avec des quêtes bien à eux, et j'ai adoré franchement ce tome. J'ai commencé à le lire en papier, et en fait en 1 heure, je pense 1 heure et demie, j'avais lu plus de 100 pages, je les ai accros, les pages se dévoraient vraiment comme ça. Je l'ai continué en audio, et encore une fois j'arrivais pas à m'arrêter, j'avais envie de continuer, je l'écoutais au travail quand j'avais des tâches qui ne nécessitaient pas beaucoup de mental et de réflexion, et franchement j'ai trop aimé. Je trouve que on a un peu délaissé, même si on a toujours la quête de l'âme sœur, de ceci, de cela, on a quand même une grosse quête annexe qui met un point entre tous les tomes, et on a une vraie quête de recherche d'un personnage, de lever la malédiction, de guéguerre avec des méchants, etc. Et je trouve qu'on avance vraiment là-dessus. On en apprend beaucoup plus aussi sur Rosalina, sur sa famille, sur son lien avec les princes, justement, parce que faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter. On sait d'avance que Rosalina ça va être l'âme sœur de beaucoup de princes. Je dis pas si c'est pour tous, mais en tout cas de beaucoup de princes, puisqu'en plus on est sur un harem inversé, donc voilà. Mais en fait j'ai beaucoup aimé, parce que justement voilà, tous les personnages vont un peu se séparer, et vont avoir, je crois qu'il y a 2-3
ou non 3-4 groupes de personnages et ils vont chacun avoir leur quête avec leur bataille. Donc là vraiment on est sur essayer de préserver aussi la cour de l'été, un peu comme ce qu'on avait eu avec l'automne et l'été, avec l'automne et le printemps. Là on est sur l'été et on va avoir toute la réflexion aussi de Dayton de il est persuadé d'une chose au début et on va voir tout le cheminement qu'il y a. On va avoir des gros plot twists aussi qui franchement il y a un tome je m'y serais pas attendue. Je trouve que c'était bien amené pour pas que ce soit une révélation genre what the fuck. Mais voilà, on s'y attend petit à petit, on nous prépare petit à petit et franchement voilà, j'ai pas eu des méga gros plot twists, il y a des choses que j'avais vu venir à 10 000 à l'heure, mais je pense que c'est pas des livres qui doivent forcément nous surprendre, mais je pense que c'est le genre de petit plaisir coupable où on est bien dedans, on a envie de savoir ce que c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, même si je trouve que plus ça va, plus l'intrigue et le world building est bien construit, les actions etc. aussi. Je m'attendais pas à ça en commençant cette saga. Mais en fait ça le fait parce que les personnages sont tous hyper différents, ils se complètent bien, ils ont des interactions entre eux que j'aime beaucoup et on a toute cette intrigue justement de fond qui est hyper intéressante et qui va prendre les codes quand même de La Belle et la Bête dans un monde justement de fae et s'en détacher aussi en rajoutant sa petite patte et en rajoutant une intrigue avec un vrai méchant, avec des vrais problèmes et franchement j'ai adoré. La dernière fois je vous avais dit que il y avait le tome 5 qui allait pas tarder à sortir, en fait c'est pas le tome 5 mais c'est un petit tome spin-off qui va parler je crois de Fallon et Dayton et donc j'ai hâte de pouvoir voir puisqu'il y a quand même une belle petite romance homo MM dedans et donc franchement voilà j'aime beaucoup les relations qu'ils ont entre eux. Il y a des fois je me dis ils sont allés chercher des personnages qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont très débridés mais voilà j'aime beaucoup voilà. Après attention si vous aimez pas le smut ça sera pas fait pour vous parce qu'il y en a quand même et c'est quand même pas souvent hyper bien fait. Moi je sais que souvent les scènes de smut je les passais mais j'aime beaucoup l'intrigue et j'aime beaucoup les personnages et j'ai hâte d'avoir la suite et un des fins mots de l'histoire. Je sais pas combien de tomes il va y avoir, si le 5 c'est le dernier ou si après il y aura un 6, je ne sais pas. Mais j'ai hâte en plus parce qu'on en apprend un peu plus sur Caspian aussi qui est le prince des épines et franchement c'est un personnage qui m'intriguait dès le premier tome et je dois l'avouer que c'est un antagoniste que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu le très attendu When the Moon Hatched de Sarah A. Parker chez Olympe et ça a été une lecture assez mitigée pour moi. Je vous ai déjà fait un réel, enfin TikTok, short, réel, etc. dessus qui est sorti normalement sur YouTube. Ici on est avec Rave qui fait partie d'une espèce de guilde et qui tue les messieurs pas très gentils qui sont coupables de beaucoup de méfaits et un jour on va lui dire de faire un peu profil bas quand même puisqu'il y a un grand chasseur de primes qui est là et donc ce serait bête qu'elle se fasse choper. Elle va se faire choper, elle est condamnée à mourir, sauf qu'au moment de son exécution, elle va se faire sauver par quelqu'un. D'une façon que j'ai trouvé... Enfin, je m'attendais pas du tout à cette façon-là, et elle va se retrouver avec... un personnage masculin assez mystérieux qui la sauve, on ne sait pas trop pourquoi, comment, on comprend petit à petit comment, le pourquoi du comment, et il va avoir besoin d'elle puisque pour beaucoup de choses, je pense sur ses capacités, voilà, en tout cas il la sauve d'une raison, elle comprend pas trop pourquoi, ça va se mettre petit à petit en place, mais elle a qu'une envie, c'est de se venger sur ce célèbre chasseur de primes, donc elle va répéter à tue-tête, faut que je m'enfuis parce qu'il faut que j'aille le tuer, il faut que je m'enfuis parce que j'aille le tuer, etc. Donc j'avoue que pour ça, elle m'a un petit peu saoulée, j'avais envie de lui dire, c'est bon, change de disque, on a compris, t'es pas obligé de nous le dire toutes les 3 pages, etc. Mais en tout cas, elle a cette volonté-là, mais bah elle est censée...
aux yeux de tous, elle est censée être morte, voilà, elle avoir été exécutée ce jour-là quand même, elle est censée se cacher, et quand elle arrive dans le peuple qu'elle ne connaît pas justement, avec ce mystérieux jeune homme, et ben ils vont se rendre compte que, enfin les autres personnages vont se rendre compte qu'elle a une forte ressemblance avec quelqu'un qui a été très importante pour ce jeune homme, et bref, je vous en dirai pas plus. On est dans un univers où on a différents types de dragons et que les dragons un peu morts, je crois, vont dans le ciel pour se transformer en lune, et donc voilà, on est dans un univers où le world building est très 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 compliqué, où l'autrice ne nous facilite pas du tout la tâche. Je vous avoue que c'est ce qui m'a le plus peiné, c'est de pas comprendre tout ce qui se passait. En fait, en lisant le truc, j'aimais beaucoup le personnage, l'intrigue, les personnages, l'intrigue, la relation entre eux, etc. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'elle est peut-être un peu trop vulgaire, enfin c'est des réactions que j'ai vues, qu'elle était un peu trop vulgaire, que c'était un peu too much, etc. Elle détonnait avec le style un peu plus lourd de l'univers, etc. Moi ça m'a pas forcément choquée, j'ai beaucoup aimé ce personnage, enfin le personnage de Rave, à part le fait que elle me saoulait à répéter 10 000 fois que son objectif c'était de se parer pour tuer et se venger, patati patata. Au bout d'un moment on a compris, mais j'avoue que je pense que j'ai compris 50 ou 60% du world building, et ça m'a peiné parce que j'arrivais pas à me visualiser tout. Et à un moment donné je me suis dit bon bah tant pis, tu comprends pas tout, mais avance parce que sinon ça va te gâcher ta lecture, et c'est ce que j'ai fait, et j'avoue que du coup j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je sais pas exactement comment est construit cet univers, et je trouve que l'autrice ne nous a pas du tout aidé, puisqu'en plus les mots un peu courants que tout le monde connaît, et ben elle les appelle d'une autre façon. Genre on a des dragons, alors on a différents types de dragons, etc. Mais on ne les appelle jamais des dragons, on les appelle par un autre nom. On a un glossaire qui doit faire 15 pages je pense. Ouais je pense, on a un glossaire au tout début qui doit faire 15 pages, et je peux vous dire que si vous voulez lire ce livre en comprenant exactement tout ce qui se passe, déjà ayez le cerveau complètement free pour cette histoire. Vraiment il faut qu'il soit très ouvert et très... Bref, il faut pas que vous le lisiez sur un coin de table comme ça, il faut que vous ayez le cerveau 100% pour cette lecture, et il faut que vous ayez le glossaire d'ouvert à côté, puisque l'autrice ne nous prend pas par la main, elle va pas nous dire bon bah voici, voilà, et nous introduire le monde petit à petit, ni rien. Elle part du principe que vous connaissez déjà le monde et que vous savez comment il est construit, et basta. On est sur un monde aussi où il y a plusieurs divinités qui ont donné, etc., qui ont leur importance, mais vraiment, moi, le gros point noir que j'ai vu, c'est le world building qui est beaucoup trop compliqué. Et vraiment, elle nous jette dedans comme si on connaissait tout et que c'est nous qui l'avions écrit. Et c'est vraiment ça que je reproche, parce que c'est une lecture que j'attendais vraiment beaucoup, j'ai beaucoup aimé les personnages et l'intrigue, et ça me donne envie de continuer, puisque vraiment on a un cliffhanger à la fin qui nous donne envie de continuer, enfin on a des révélations de fin qui nous donnent envie de continuer, mais franchement il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Il y a beaucoup de choses du world building justement que je n'ai pas compris, j'arrivais pas à me situer où on était et tout, en plus moi je le lisais en numérique donc j'avais pas forcément la carte devant moi, enfin voilà. Mais ouais, pas méga simple quoi. Pas méga simple. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a des petites entrées d'ajournal. Mais pareil, entrée d'ajournal, c'est en gros du journal intime d'un personnage. Et ça, j'étais un peu intriguée puisque c'est du passé, en fait, c'est une vie passée. Et on apprend petit à petit qui est cette personne et tout. Et je suis très intriguée par l'intrigue en elle-même, par les personnages. Mais alors il va falloir que je lise quelque chose qui va m'expliquer le world building, et j'avoue que je l'ai mieux compris quand d'autres personnes l'ont expliqué dans leurs vidéos et tout, parce que là franchement je sais que je n'ai pas tout compris et qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis passée complètement à côté. Mais en tout cas voilà, si vous avez l'habitude de
world building très très travaillé, de lire de la high fantasy. Pour moi, même si j'ai l'habitude, enfin même si j'ai été habituée et je lis de la high fantasy, là je trouve que elle nous facilite pas du tout la vie. Il y a eu des très très beaux coups de cœur, encore une fois même en français, il y a eu des très beaux coups de cœur. Faut savoir que c'est un récit en jeu, donc ça va pas convenir à tout le monde, mais voilà, franchement tentez le coup. Je peux comprendre que vous appréciez pas, et je peux comprendre que vous appréciez, parce que moi j'ai passé un bon moment, mais c'était beaucoup trop exigeant, et je pense que je vais regarder pas mal de vidéos pour réussir à vraiment comprendre tout le world building et me préparer au maximum pour la sortie du tome 2. Et du coup ça me rend le truc un peu mitigé quand même, puisque j'en attendais quand même énormément. J'ai ensuite lu La révolte de la reine de Morgane Moncomble. Vous savez que Morgane Moncomble, je précommande tout, je lis tout, j'ai lu tous ses romans à part un qui était sorti en young adulte que j'avais pas envie du tout de lire, et j'étais très intriguée quand elle a dévoilé il y a un an je pense, qu'elle avait fini qu'elle écrivait des romances qui se mettaient dans un contexte un peu historique. Et ici, pour ce premier tome, on est à Versailles en mai 1788, et on va avoir une espèce de réécriture de Louis XVI et Marie-Antoinette, mais pas avec des vrais faits, enfin il y a quelques vrais faits, mais pas totalement non plus, donc vous attendez pas à une romance historique. On est sur un contexte historique et dans un monde un peu historique, mais ça se finit là. On a Acacia qui vient d'Autriche, qui est dans une famille princière, royauté d'Autriche, qui va être mariée de force à Alexandre. Alexandre, c'est le nouveau roi de France, puisque en fait c'était le cadet de Louis. Louis est décédé suite à une maladie, donc c'est Alexandre qui va prendre la place. Et donc Acacia, elle est quand même assez jeune, elle doit devenir la reine de France. Et voilà, tout ne va pas se passer comme il le faudrait. Voilà, la relation entre les deux va être un peu compliquée dans un contexte un peu historique, quand même de révolution assez pesante, où les gens un peu lambda, les paysans, sont un peu révoltés, etc. Donc on a quand même ce contexte un peu pesant de la révolution, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour moi, je pense que c'est un des Morgane Moncomble que j'ai le moins aimé, puisque moi ce que j'aime dans Morgane Moncomble, c'est le côté très touchant, avec des histoires bouleversantes qui nous brisent le cœur, etc. Là, on est un peu moins sur ça. Moi, Morgane Moncomble, pour moi, c'est la Brittany Cherry à la française. Et là, je pense que c'était pas la volonté. La volonté, c'était vraiment de faire quelque chose un peu moins contemporain et un peu plus historique, entre guillemets. Même si elle marque bien devant que c'est juste un cadre qu'elle met historique, mais que c'est pas censé être une romance, enfin une histoire historique comme on peut l'avoir avec d'autres romans qui relatent des vrais faits, etc. Mais il y a quand même des petits points où je trouve que on reprend les petits points clés de la Révolution française. En plus, on a tout un côté un peu révolutionnaire et contre la couronne et tout. Et franchement, en fait, j'ai passé un bon moment. La plume de Morgane Moncomble est très très attachante, enfin est très addictive. Acacia et Alexandre sont très attachants aussi. On change de point de vue en plus entre les deux. Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré, mais en ayant lu tous les Morgane Moncomble, je dois l'avouer que c'est celui que j'ai le moins apprécié. Ça ne va pas m'empêcher de lire les autres, parce que j'ai très très hâte de pouvoir continuer cette saga et de continuer. Moi j'aime beaucoup l'historique, donc de continuer dans un univers qui, enfin dans une temporalité qui n'est pas la nôtre, et voilà, ce côté-là j'aime beaucoup. Mais elle a su aussi un peu le moderniser avec justement une Acacia qui crée un club de lecture avec des lectures un peu smutty, etc. Et voilà, sur ce point-là j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que ça aurait été mon premier Morgane Moncomble, j'aurais adoré. Là, en ayant tout le background de Morgane Moncomble, bah, c'est celui que j'ai le moins aimé, malheureusement, même si je l'ai trouvé très très intéressant. Avant-dernière lecture, j'ai lu Saving Six en audio, donc là on est sur le premier tome de l'histoire entre Joey et Aoife, et donc là en temporalité on se retrouve bien avant, enfin les quelques années avant Binding 13.
Et donc voilà, on est sur une romance contemporaine très très compliquée, avec de la violence, avec des vies, avec de la drogue, avec beaucoup de choses très 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 dures. Voilà, c'est une saga quand même, Boys of the Men, à pas mettre entre les mains de tout le monde. Et donc là, on a Joey qui est le frère... un des frères aînés de Shannon, qu'on voit dans Binding 13, qui va tomber complètement amoureux de Aoife, une jeune fille, quand ils arrivent au collège. Sauf qu'il va vite se rendre compte qu'en fait Aoife c'est la fille de son patron. Donc voilà, il travaille dans un garage, et donc il va se rendre compte, donc pour mettre toutes les chances de son côté, bah, il va lui dire au revoir, et il va décider de ne jamais tenter les choses, sauf que en fait c'est un petit peu réciproque. Et donc on va avoir sur ce premier tome le petit jeu du chat et la souris pendant un long moment où ils se cherchent mais ils veulent pas franchir le pas parce que ils ont des obligations, etc. Donc Aoife sort avec un autre jeune homme, mais elle est toujours un peu attirée comme un aimant par Joey. Joey, lui, il a une vie qui est catastrophique d'un point de vue personnel, et donc il s'autodétruit complètement. Donc il n'a pas la meilleure des réputations aussi, mais je pense que c'est de l'instinct de survie aussi. Et on va commencer à voir les prémices de leur romance, et franchement j'ai adoré ce tome. Je pense que je l'ai préféré à Binding 13, puisque je pense que j'ai préféré Joey et Aoife. On est sur des sujets quand même pas simples. Là en plus j'ai commencé déjà le deuxième tome de cette duologie, et c'est vrai que... on voit vraiment de l'autodestruction et de la maltraitance. Autant Shannon, elle subissait un peu de maltraitance, mais alors Joey, il en subit encore plus. On a quand même un père qui est pas très très sain d'esprit, et on voit en plus le premier fils a complètement quitté la maison, donc l'homme de la maison c'est Joey, et donc il fait tout pour préserver ses frères et sœurs, et je le trouve très très touchant. Voilà, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. C'est des sagas qui... Enfin, c'est une saga qui fait pleurer beaucoup de personnes. Moi, je le lis en audio, donc elle me fait un peu moins pleurer. Mais c'est vrai que je l'ai lu en plus pendant mes vacances et tout. Donc il y a des moments où j'étais au parc avec ma soeur en train d'écouter... Enfin, avec ma soeur, non, pas du tout. Avec ma fille en train d'écouter en audio pendant qu'elle faisait du toboggan, etc. Et donc, il y a des moments où j'ai quand même eu... grosse boule dans la gorge et tout, où c'est très très touchant et très très dur à lire, donc vraiment pas mettre dans les mains de tout le monde. Lisez les trigger warnings avant de lire ça. Il y a quand même des scènes explicites aussi, mais déjà lisez les trigger warnings parce que c'est vraiment pour public très très averti, mais pas que d'un point de vue smut. Vraiment sur les violences, c'est très décrit et c'est très cru et c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais si ça vous dérange pas de lire des livres comme ça, franchement lisez-le, parce que c'est le genre de romance qui percute et qui laisse pas insensible. Et donc ensuite, le dernier livre que j'ai lu, c'est Par les ailes de sang de Briare Boleyns. Donc on est sur un premier tome d'une trilogie, je crois. Et donc là on est dans une petite Dark Academia. J'avoue que celui-ci, j'ai hésité à un moment donné à le DNF. On est sur une jeune fille qui se réveille à un moment donné avec des corps tout autour d'elle, elle est complètement nue et elle va se retrouver face à un vampire assoiffé de sang, sauf que elle sait pas d'où elle vient, elle sait pas, enfin elle sait qui elle est, mais elle n'a pas l'air de venir d'ici, de ce monde en tout cas. Elle a l'air d'avoir atterri là comme par magie, sauf que ce jeune homme va l'amener devant le prince, le roi, le grand chef en tout cas, et va la lier et la fiancer au jeune homme qu'elle a rencontré. Et donc elle va être obligée, donc en plus ils vont sentir quelque chose de différent dans son aspect, dans son odeur, etc. Ils vont sentir que ça serait une des rares dragonnières, je crois, et qu'en fait tous les dragonniers ont disparu, puisque tous les dragons ont disparu, et donc elle va devoir enseigner à l'académie. Sauf qu'en plus, le jeune homme à qui elle est liée est fiancé, il est déjà fiancé avec une autre personne, mais ça c'est assez courant aussi, et donc elle va devoir valider des années justement pour pouvoir finir par se marier avec. Elle, elle a pas forcément envie, elle le trouve répugnant, elle veut pas s'attacher à lui et tout. Il se passe des choses pas très simples
pas très simple pour elle, voilà, elle se fait boycotter dans tous les sens puisqu'en plus elle y connaît rien à ce monde, etc. Heureusement qu'elle se fait quelques amis, mais il y a beaucoup d'ennemis et voilà, elle sait pas trop sur qui se fier. Et donc on a tout l'enseignement aussi de ce monde-là. J'avoue que j'ai bien aimé, mais sans plus. Je m'attendais à beaucoup plus aimer et je me remets un peu en question sur mes lectures vampiriques. J'ai l'impression de pas autant les apprécier que ce que je voudrais, pourtant j'aime beaucoup de base les vampires, le mythe du vampire, etc. Là on est sur un monde où il y a des vampires et des dragons, mais les dragons vont se montrer beaucoup plus tard je pense. Pour l'instant ils sont évoqués, pas visibles. Et donc voilà, on est sur quelque chose de très Dark Academia, vraiment académie, avec plusieurs maisons, avec plusieurs affinités, avec des épreuves, avec un prof qui va l'aider aussi à avoir quelques capacités. Elle va avoir des épreuves de combat, enfin bref. Il va y avoir pas mal de choses qui vont lui apprendre à connaître un peu plus l'univers et à connaître son futur rôle aussi en tant que fiancée de ce jeune homme là. Mais personne ne va l'aider, voilà, elle va pas être aidée par beaucoup de personnes en tout cas, et on va lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues, et donc voilà, et puis on a tout cet aspect un peu vampirique de est-ce que c'est vraiment des gentils, etc. Et en fait on a des vampires qui font partie un peu de la haute noblesse et tout, et on a les autres, je sais plus comment ils s'appellent, mais les autres qui sont un peu des parias et qui sont là pour asservir après les vampires. Donc voilà, je suis assez intriguée quand même par la suite, mais c'est pas quelque chose, encore une fois, qui a été un énorme coup de cœur. Je me suis un peu forcée à un moment donné quand même. Peut-être que j'avais pas le mental pour et que c'était pas la bonne lecture au bon moment. Je sais que la suite sort au mois de juillet, donc je suis très intriguée pour voir si je vais un peu plus aimer. Vu la fin, je suis quand même hyper intriguée par la suite, mais on verra bien si j'accroche ou pas. Donc voilà pour mes lectures d'avril. Je pense que cette vidéo aura été assez longue. J'en suis désolée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu sur ce mois d'avril, à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté et à me dire ce que vous en avez pensé, à me mettre un petit emoji si vous n'avez pas trop quoi dire sur un des thèmes des livres que je vous ai montré. Je vous laisse comme d'habitude liker la vidéo, la commenter et vous abonner. Je vous mets ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!